Bon, je vous invite à revenir pour la prochaine session, donc, qui est intitulée Des techniques et des gestes. Nous aurons trois intervenants, donc Yves Ouinquin, Dominique Boutet et Frédéric Bevilacqua. Donc Yves, tu vas nous parler de Bird Whistle et l'échec de la kinésique. Merci à tous, merci en particulier à Anne. Oui, il marche le truc? Non, peut-être pas. Voilà, merci à tous et merci à Anne en particulier. Merci aussi pour l'introduction à la linguistique il y a quelques secondes, puisque ça va me permettre au fond de reprendre un des chapitres de cette linguistique du XXe siècle, mais sous la forme de kinésique. D'emblée, la kinésique, pour la définir comme son fondateur, Ray Birdwhistell, 1918-1994, c'était pour lui l'étude de la communication par le corps en mouvement. Donc, on est dans une approche, on va dire, communicationnelle, encore une fois, non pas linguistique. Quand j'ai connu Birdwhistell comme étudiant à l'Annenberg School for Communication, il se définissait comme un anthropologue. Et pour en quelque sorte spoiler mon intervention, je dirais qu'à l'époque, nous sommes en 76-78, il ne croyait plus du tout à la kinésique. Et au fond, ce que je vais essayer de faire, c'est vous faire comprendre pourquoi il n'y croyait plus, peut-être pour de mauvaises raisons, et je vais essayer de vous proposer ma propre explication de cet abandon de la kinésique et fondamentalement de cet échec de la kinésique. Et je pense qu'on peut en tirer une leçon pour les approches contemporaines de la gestualité, qui sont fondées sur des technologies qui, évidemment, n'existaient pas encore du temps de Birdwhistell. Alors, vous connaissez sans doute, bon, sans faire la pub, mais ça, quand je me dis que c'est mai 81, bon, la nouvelle communication, ça ne me rajeunit pas en tout cas. J'explique un peu là-dedans ce montage pyramidal que Birdwhistell avait repris à la linguistique de l'époque. Le faune s'appuie bon, je vais le dire autrement. La notion de kin s'appuie sur la notion de faune, la notion de kinème s'appuie sur celle de phonème, la notion de kinémorphe s'appuie évidemment sur celle de morphème et ainsi de suite. Donc on a une sorte de double pyramide, des petites briques aux grosses briques si vous voulez, ou des petites briques aux éléments constitutifs d'un côté du langage, constitutifs de la gestualité de l'autre. C'est le principe de la première kinésique, celle qui apparaît dès le début des années 50 dans Introduction à la kinésique. Et on va voir comment cette kinésique évolue. Mais avant d'arriver là, il faut peut-être que je donne 2-3 mots sur le parcours intellectuel de Birdwhistell. Je n'y reviens pas trop, tout est dit là, il n'y a pas besoin d'insister. Signalons simplement un doctorat en anthropologie à la grande époque à l'université de Chicago. Et en toile de fond, c'est évidemment l'école culture et personnalité. Donc les mentors de Mead, de Birdwhistell, c'était Margaret Mead, qui était la marraine de ses enfants. C'était évidemment Gregory Bateson, qui était un de ses vieux potes. En tout cas, c'est ce qu'il nous disait toujours. Et de temps en temps, quand il commençait un peu à délirer, ce qui m'inquiète, c'est quand il commençait à délirer, il avait à peu près mon âge, donc je me suis dit là, peut-être que je délire de temps en temps aussi. Mais quand il nous disait qu'il discutait avec Sapir, on faisait le calcul et on s'aperçoit juste que c'était pas possible qu'il ait jamais rencontré Sapir dans sa vie. Mais peu importe, c'était quand même une manière de toujours nous répéter cette phrase que je vais également vous relire, qui est the grande phrase classique, prenons l'exemple des gestes. Et Birdwhistell nous écrivait cette phrase au tableau en grandes lettres capitales. Donc pour lui, c'était quand même une phrase fondatrice de tout son travail. Donc phrase de Sapir, prenons l'exemple des gestes. L'individu et le social s'y mêlent inextricablement. Néanmoins, nous y sommes extrêmement sensibles et nous y réagissons comme d'après un code, secret et compliqué, écrit nulle part, connu de personne, entendu par tous. Et je pense que c'est cette phrase qui a véritablement fondé la démarche de Birdwhistell. Il voulait obtenir ce code. Il y croyait. Il avait, je pense, en tête qu'il y avait un code là quelque part, enfoui dans les corps, et que si on analysait, si on filmait ces corps, si on décomposait les films,
on finirait bien un jour par faire remonter à la surface ce code connu de personne, entendu par tous. Il y avait comme une espèce de quête, est-ce de la pierre philosophale, enfin bon, on prendra toutes les images qu'on veut, mais indépendamment de sa convocation de la linguistique, je pense que derrière, il y avait une image fondatrice, je ne sais plus comment Holton disait, ces images qui constituent des disciplines, mais l'image du code, je pense, lui vient en termes d'histoire intellectuelle. Rappelez-vous, on est au début des années 50, donc Shannon et Weaver sont en train de parler de code, et ça va se répandre à travers toute la linguistique, Jacobson, Lévi-Strauss, anthropologie. En 1953, c'est Watson et Crick. Donc on commence à nous parler d'un code ADN, et je pense que cette idée qu'il y a des codes secrets au fond de la matière vivante, ou au fond de la matière telle qu'on peut l'entendre d'une manière très générale, comme Weaver l'avait proposé dans Théorie mathématique de la communication, je pense que cette notion animait presque inconsciemment tous les travaux des linguistes qui ont œuvré à ce décodage de la gestualité dans les années 50. Rappelez-vous la fameuse scène de la cigarette qui fait partie d'un travail titanesque qui s'appelait l'histoire naturelle d'un entretien, sur laquelle Birtwistle et ses linguistes, Hockett, Pittenger c'est un autre bouquin, peu importe, mais Hockett et Traeger, ont travaillé pendant au moins une dizaine d'années. D'arrache-pied, ce qui a fait un livre totalement illisible, qui existe sous forme de manuscrit, et quand vous y avez accès ici ou là, vous le mettez sur une table et vous dépliez les grandes pages comme ça pour essayer de parcourir les lignes de code, pour prendre une analogie qui n'existait pas encore à l'époque. Au départ, la méthode de Birtwistle était une méthode posé sur des informateurs, c'est-à-dire qu'il avait la volonté de reconstituer des catégories, comme on dirait en linguistique, émiques, c'est-à-dire des catégories indigènes. C'est-à-dire qu'il projetait ces films à ce qu'il appelait des informateurs, en fait, c'était des groupes qu'il rassemblait ici et là, qui n'étaient pas statistiquement très bien constitués, me semble-t-il, et il leur demandait si le geste ou la paupière, pour lui, il y avait pas le geste allait bien au-delà du geste de la main, ce à quoi on le réduit le plus souvent. Ça pouvait être aussi bien une manière de tourner le cou ou la tête que de lever ou abaisser une paupière. Et il essayait, disait-il, de voir à partir de quand, la paupière se levant ou se baissant, à partir de quand les informateurs disaient « Ah, il y a quelque chose de différent qui vient de se passer ». Et ça voulait dire qu'on était passé d'un kinème à l'autre. Et il a essayé tout au long des années 50 de construire sa kinésique sur la base d'informations fournies par la communauté des utilisateurs de ce code encore secret, etc. Et puis, quelques années plus tard, on voit qu'en fait, il s'affranchit de ces informateurs et qu'au fond, il accepte de construire des catégories qu'on pourrait dire éthiques, sans H, c'est-à-dire des catégories extérieures pour les besoins de la cause, simplement les besoins de la cause analytique, enfin analytique, pas au sens psychanalytique, mais pour les besoins de la cause de l'analyse. Et il reconnaîtra d'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver la citation, que voilà, c'est celle-ci, dans un texte qui est dans Kinésique et contexte, qui est son seul livre. Birtwistle n'était pas un homme de l'écrit. Il nous disait toujours, ce qui nous rassurait, nous étudiants, que écrire, c'est comme se piquer la plume dans une veine et écrire avec son sang. Donc ça le faisait souffrir d'écrire. Donc c'était un fabuleux professeur à l'oral, mais très difficile de récupérer ses écrits. C'est finalement un de ses étudiants qui les a ramassés, qui en a fait un bouquin qui est devenu Kinésique et contexte. Et on peut trouver page 77 dans le livre, et cette phrase date d'environ 1963. Donc il est sorti de la grande période de l'histoire naturelle d'un entretien qui date du milieu des années 50, et il en arrive à reconnaître son échec progressif. Et il dit: en étudiant la communication par le corps en mouvement, le chercheur s'aperçoit qu'il ne peut se fier à ses informateurs. Ceux-ci ne peuvent lui dire quels sont les mouvements communicationnellement pertinents,
ni lui dire le sens de tel comportement. Et il ne peut certainement pas s'imaginer que son informateur va lui expliquer comment accomplir ces mouvements de façon significative. Donc il reconnaît bien là, au fond, que méthodologiquement, il s'était planté. Et il va d'ailleurs assumer cet échec de manière toujours plus explicite. Je vais vous lire aussi, il faut le faire quand même, tous les chercheurs ne reconnaissent pas ainsi leurs échecs, et lui-même le dira dans les années 70. Je vais vous lire un petit passage, je ne veux pas présupposer que vous connaissez encore la nouvelle communication par cœur. Moi-même, d'ailleurs, quand j'ai relu ça ce matin, j'étais étonné de ce que je racontais à cet âge-là, mais bon, peu importe. Birtwistle disait donc, durant plusieurs années, j'ai espéré qu'une recherche systématique révélerait un développement hiérarchique strict dans lequel les kines pourraient dériver des articulations, les kinémorphes des ensembles de kines, et que les kinémorphes seraient construits par une grammaire qui aurait pu être considérée comme une phrase kinésique. Bien que des percées encourageantes aient été faites en ce sens, je suis obligé de dire que jusqu'à présent, j'ai été incapable de découvrir une telle grammaire. De même, ai-je été incapable d'isoler la simple hiérarchie que je cherchais. Donc il l'avoue très explicitement. Alors je pense qu'on peut utiliser les raisons que donne Birtwistle lui-même pour expliquer l'échec de la kinésique, mais qu'on peut aussi donner d'autres raisons. Et je voudrais m'acheminer vers ces autres raisons. Une première raison que je contournerai, c'est celle de la rusticité du matériel. Je pense que ce n'est pas tant une question de sophistication du matériel. À l'époque, il utilisait ce qu'on appelait un ralentisseur Ballet-OL, c'est-à-dire qu'il projetait ces images et il avait au moins la possibilité, avec une manivelle, d'y aller plus vite ou plus lentement. C'est du matériel qu'initialement Margaret Mead lui avait offert parce qu'elle croyait dans les travaux de Birtwistle. Mais vous allez me dire, oui, bien sûr, il y a un effet artificiel avec ce dispositif de manivelle. Cela dit, c'est celui que Kendon, on y faisait allusion tout à l'heure, a encore utilisé pendant des années. Kendon nous expliquait, il avait réexpliqué à Jacques Cosnier quand Cosnier a fait son livre sur la communication non verbale, qu'il ne voyait pas d'autre façon de travailler que de s'imprégner littéralement du corpus, et la seule façon de le faire, c'est de revoir et revoir encore les images. C'est une époque. Kendon a travaillé comme ça, elle travaille encore un peu ainsi. Schefflen l'a fait de la même manière. Il bouffait les images jusqu'à ce qu'elles soient quasiment consubstantielles avec leur vision elle-même du monde autour d'eux. Peu importe. En fait, ma proposition, en dehors des analyses de Birtwistle lui-même, en dehors de l'explication par la rusticité du matériel qui n'aurait pas permis à la kinésique d'aller aussi loin que son programme théorique l'aurait voulu. Un peu comme si la kinésique avait été empêchée d'arriver à maturité parce que le matériel n'existait pas encore, tandis que la théorie, elle, eût été à maturité. Je pense qu'en fait, le problème essentiel, c'est cette histoire du code auquel je faisais allusion et l'image même sur laquelle la kinésique a reposé. Et je pense qu'en deçà même du code de Shannon ou du code de Watson et Crick, il y a l'image tout simplement du code musical. Bon, rappelez-vous la fameuse métaphore orchestrale. Vous la trouvez évidemment chez Birtwistle, vous la trouvez chez Schefflen, et je pense qu'ils se sont tous dit qu'ils allaient écrire des partitions. D'ailleurs, il y avait cette image de la partition invisible. On faisait remonter le code à la surface et on l'écrivait un peu comme une petite musique qui n'avait pas encore été matérialisée ou visibilisée, et qu'enfin on arrivait à mettre sur le papier. Oui, le seul souci, c'est que si vous transcrivez une musique, bon, ça va dans un sens, mais ça va également dans l'autre. Vous pouvez chanter ou vous pouvez jouer cette partition. Essayez toujours de chanter, ou plutôt de danser, dirais-je, ou de gesticuler sur une phrase de kinésique. Si vous ouvrez
la scène de la cigarette et que vous essayez de reconstituer les gestes à partir de ce que vous voyez, vous n'y arriverez pas. Hein. Pas plus, dirais-je, mais ça nous entraînerait trop loin. Pour le commun des mortels, on vous donne une partition de la bas notation, vous n'arriverez pas à bouger selon la bas notation. Il y aurait une discussion à ouvrir sur la capacité de la bas notation à être vraiment opérationnelle pour certains chorégraphes qui ont mis des années, mais qui y arrivent quand même. Hein. Et il s'agirait alors de voir pourquoi la bas notation n'est pas de la kinésique. Je n'ai pas la réponse, mais ce serait une question pour la recherche. Et ce que j'en viens à dire, c'est qu'au fond, ils se sont trompés entre approche analogique et approche digitale, à la Bateson. C'est-à-dire, vous prenez, pour parler de Bateson, Balinese Character, 1942, des milliers de photos. Ils en sélectionnent 700. Ils les disposent sur des pages, selon certains principes. Ce sont parfois des principes de continuité chronologique, ce sont parfois des principes tout simplement de tentative de démonstration empirique d'un concept, comme la notion d'éthos ou d'eidos, enfin peu importe. Et sur la page de droite, vous avez les références et les interprétations de ces photos. Et je dirais qu'avec ce simple livre, dont je souhaiterais toujours la réédition, mais soit, on en apprend beaucoup plus sur la gestualité, sur les modes de transmission des gestes, que ce soit par Mario, le célèbre danseur balinais, qu'on voit en train de prendre l'enfant par la main et de lui inculquer littéralement le geste qui va faire du jeune danseur semblable à Mario. Et aucune transcription kinésique ne vous amènera jamais là. En d'autres termes, il me semble que Balinese Character est de l'ordre de l'analogique, alors que la kinésique tente d'être de l'ordre du digital. Et si j'en viens alors à nos travaux actuels, qui sont bien plus loin sur le plan de leur sophistication technologique, je me dis qu'il ne faut pas, sur la base de l'échec de Birtwistle, le reproduire. C'est-à-dire ne pas continuer à tenter de révéler du cachet. Il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas là... C'est pas l'ADN, quoi, la gestualité. On est dans un autre ordre de réalité. Et je pense que c'est peut-être justement par un travail, par la danse, qu'on va arriver à travailler la gestualité beaucoup plus que par des séquentialisations fines qui vont toujours décomposer, recomposer, tomber même en deçà de l'infraperceptible, comme chez certains, puisqu'on peut travailler au millième de seconde si ça nous amuse aujourd'hui, mais on n'aura toujours rien de plus. Bon, enfin, c'est l'hypothèse que je lance pour la discussion. Mais quand je vois parfois les efforts que font certains à nouveau, je me souviens d'une thèse il y a quelques années, je m'étais retrouvé à l'école d'architecture de Grenoble, et le candidat avait pris pour idée d'analyser les gestes des architectes tandis qu'ils s'expriment dans l'espace sur leur bâtiment. Et il avait complété l'approche kinésique avec des gestes en parapluie. Il y avait toujours le geste, évidemment, que font les architectes avec un plan ou je ne sais pas quoi. Bon. Et c'était une course éperdue. Je veux dire, à la fois, il avait décomposé, et puis il avait essayé de synthétiser avec quelques descriptions. Et au fond, les seuls moments où ça marchait, c'est quand il convoquait des images, des analogies, comme le geste en parapluie. Le reste, on pouvait abandonner, c'était illisible. Donc, nous sommes aujourd'hui à un tournant. Où est-ce qu'on va? Et j'ai envie de dire, eh bien, on devrait peut-être faire plus simple, au fond. On devrait peut-être relire Balinese Character, parce que c'est peut-être tout ce qui reste aujourd'hui de ce fatras de travaux qui encombre toutes les bibliothèques du monde. Il y en a très peu qu'on doit encore lire. On peut faire des économies. Bon. Et là, je boucle, in fine. Pourquoi je m'intéresse à nouveau et pourquoi je suis content d'être là aujourd'hui? C'est parce que dans le musée dont je m'occupe aujourd'hui, le musée des Arts et Métiers, si vous y êtes allé récemment ou même il y a longtemps, c'est comme un quai Branly avant la LED, c'est-à-dire des petits objets sur leur socle avec une cage de verre et un petit spot au-dessus. Bon, et vous comprenez rien. En plus, le cartel est imbitable. Et vous dites, c'est quoi ce truc? Et donc, ce que j'aimerais bien, et j'ai beau prêcher la bonne parole au sein de mon musée, ah oui, d'accord, cause toujours, mais c'est l'idée d'inviter des artistes, chercheurs en résidence,
de leur dire « Choisissez-moi quelques objets qui vous interpellent » et restituer ce que Marcel Griaule avait utilisé pour expression. Je l'ai découverte récemment grâce à un anthropologue de Toulouse, Nicolas Adel, qui l'a retrouvé dans une lettre de Marcel Griaule à ses, on va dire pudiquement, collecteurs d'objets en Afrique. C'est la gaine de vie autour des objets. Et il me paraîtrait que si on arrivait, avec des moyens simples, à réenvironner gestuellement un certain nombre de gestes, on gagnerait beaucoup en compréhension et en interprétation de certains gestes, certains objets. Plutôt des objets contemporains. Pour des objets trop anciens, c'est fichu. On ne comprend même plus comment on les manipulait pour les faire fonctionner. Mais pour des objets du 19e, deuxième moitié peut-être, et 20e, 21e, on peut y arriver. Et donc, je boucle, oui, je suis dans les temps. Il me paraît que relire Birtwistle au premier degré aujourd'hui, en clair, se farcir la kinésique, ça ne sert plus à rien, pas plus que Birtwistle, déjà dans les années 70, ne nous invitait à l'étudier. Quand moi j'ai traduit La scène de la cigarette pour la nouvelle communication, je me suis aperçu que certains de ces films avaient bougé et que quand bien même quelqu'un aurait voulu lire ces fameux trucs, on ne pouvait plus, c'était décalé. Je suis allé lui dire, ouais, voyez, machine, enfin une de ses étudiantes, il s'en contrefoutait, il était passé à autre chose. Donc il ne faut plus revenir à cela, pas plus qu'il ne faut revenir ou venir aujourd'hui à des systèmes technologiques plus sophistiqués, mais qui quelque part sont alimentés par une métaphore qui va finalement être un obstacle épistémologique beaucoup plus qu'autre chose. Et je pense qu'il faut essayer de récupérer des moyens très simples qui seraient alors transposables et utilisables dans différents milieux pédagogiques ou scientifiques, comme peut l'être un musée comme celui que je dirige ces années-ci. Voilà, j'en reste là pour l'instant et j'ouvre la discussion. Alors, merci Yves. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup. Enfin, voilà, je voudrais dire que ce livre-là que tu as écrit, celui-là, il est à mettre vraiment en avant parce que c'est formidable. C'est en quelque sorte la préhistoire de la gestualité au XXe siècle. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est extrêmement éclairant. J'avais une question sur... parce que, en fait, quand tu exposais tout le dépit qu'on devait avoir vis-à-vis de Birtwistle, je me suis dit, mais au fond, je suis peut-être un peu la même chose que Birtwistle, donc ça me gêne. Et voilà, donc... alors, évidemment, dans ce genre de cas, on s'en tire par une pirouette, hein, donc je vais essayer de m'en tirer par une pirouette. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'au fond, il a cherché à découvrir un code caché, mais est-ce que ce code n'est pas simplement proprement invisible, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire que peut-être, voilà, c'est là où je m'en tire, hein, parce que sinon, ça fait 20 ans que je fais ça, c'est dur. Non, c'est pas grave, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de regarder la cinématique, le mouvement extérieur, avec une vision, alors que peut-être qu'on pourrait regarder quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la kinésiologie, de ce à quoi Jean-François a fait appel tout à l'heure, c'est-à-dire l'entretien d'explicitation, la chose vue de l'intérieur, en fait. Voilà, c'est juste la pirouette pour m'en tirer, c'est tout. Écoute, si je peux aussi te consoler, je dirais que toute ma vie d'enseignant, je l'ai pratiqué avec des notions de communication orchestrale, de partition invisible, et que c'est vachement efficace pour faire comprendre des trucs, enfin, on croit faire comprendre des trucs aux étudiants. Ce n'est qu'aujourd'hui, 36 ans plus tard, que je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas allé dans le mur, quoi ? C'est marrant parce que ce que j'ai dit ce matin, je l'avais dit dans un texte en 95, mais je ne l'ai relu que hier, en fait, et me disant, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est peut-être ça finalement la clé, même si je l'avais dit en passant dans le petit texte là.
Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est l'histoire d'un code invisible. Euh, et je me dis, mais est-ce qu'on n'est quand même pas hanté, encore une fois, par le code génétique? Parce que, bon, on se dit là, oui, il existe bien, celui-là. Hein, toute la société contemporaine est fondée, au fond, sur la réalité quasiment matérielle de ce code. On a tous en tête la double hélice, machin. Euh, Et j'en suis au fond revenu à la case départ en me disant, il n'y a peut-être que des productions dont on se dit bien qu'elles ont une structure, qu'elles sont paternées, comme on dirait en franglais du Québec, que ça ne peut pas être juste des trucs qui apparaissent comme ça dans l'espace, qu'il y a un soubassement. Hein. En plus, il y a toute l'éthologie qui est là pour te confirmer que, bon, dans le reste des espèces vivantes, il y a aussi de la structuration. Et en même temps, je me dis, mais c'est quand même bizarre que ça avance aussi peu et quand bien même les technologies évoluent, ça n'avance quand même pas beaucoup. Bon, je sais pas, question, hein, tout simplement. Et puis il reste l'histoire de la labonotation qui est là depuis un paquet d'années maintenant, qu'on enseigne encore dans les conservatoires. Là aussi, j'étais dans une soutenance il y a quelques années. Et je comprenais rien à ce que je voyais. Moi, je ne suis pas spécialiste de la notation et on faisait tous dans le jury semblant de comprendre, comme ça arrive souvent. Et je me dis, mais quel effort monstrueux tout ça, c'était pour analyser les gens qui entraient et sortaient de la ligne 14 du métro, là, bon. La façon dont ils se positionnaient, en tenant la barre, et puis, enfin, comme toujours, hein, comme dans les ascenseurs, Goffman l'avait dit avant, il n'y avait pas eu besoin de la bonne notation pour dire qu'il y a toujours un gardien de l'ascenseur, et puis, enfin, dans les ascenseurs, ici, il n'y a pas de gardien, peut-être il y a un gardien de la porte, il y a un gardien de la barre, puis un gardien de chaque coin. Hein, et c'est comme ça que les gens se disposent constamment dès qu'ils ont la possibilité de le faire. Mais bon, je me dis, voilà, c'est en fait, j'essaie de reformuler mon affaire, puis je te donne la parole. C'est une sorte de ratio entre les efforts et leurs résultats. Et je trouve que là, on n'en a pas pour son argent, quoi. Et après tout, c'est peut-être ça la recherche aussi. Hein. On ne doit pas être payé pour l'effort ou même pour le pognon qu'on a mis dedans ou fait mettre dedans. Hein. Mais quand même, ça m'interpelle, comme dit l'autre. Hein. Je me suis dit exactement la même chose quand je suis allée en Inde et que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans le mouvement des deuils, enfin de comment les maîtres d'arts martiaux déplaçaient leurs yeux en situation de combat. Et donc j'ai installé un dispositif assez lourd de kilomètres et un sac à dos sur un maître de Kalaripayat qui s'est prêté au jeu. Et alors on a fait plusieurs prises comme ça. Puis en fait, au bout d'une semaine, je me suis dit, mais en fait, il fait exactement ce qu'il dit qu'il fait. Alors cette technologie était complètement inutile. Et voilà, ça a été un peu un échec. Et j'ai une phrase de Bateson du chapitre 7, Information et codage, approche philosophique de communication et société, qui dit « Il est bien connu que le désir et la perception coïncident partiellement. Cette découverte est en fait l'une des contributions majeures de Freud. Non seulement chaque être humain tente à voir le monde extérieur et en lui-même ce qui correspond à son désir, mais ayant vu dans le monde extérieur quelque chose même de désastreux, il faut encore désirer que son information soit vraie. Il lui faut agir en fonction de ce qu'il sait, pour le meilleur et pour le pire, et quand il agit, il éprouve de la frustration et de la peine si les choses ne sont pas comme il sait qu'elles sont. Par conséquent, il lui faut, dans un certain sens, désirer qu'elles soient comme il sait qu'elles sont. » Voilà, et finalement, c'est la poésie qui aura raison, quoi. Hein, bon. Oui, et en même temps, à chaque fois, j'aurai les contre-exemples à mes propositions. Je veux dire que quand vous parliez de Di Jorio et comment Kendon s'appuie sur Di Jorio pour récupérer les gestualités napolitaines passées aux États-Unis et puis reprend les travaux de Boas sur la question, on se dit, c'est pas juste, encore une fois, de l'ici et maintenant. Hein. Il y a comme une structuration intergénérationnelle. Donc, il y a quelque chose. Hein, mais bon, peut-être faut-il garder un petit mystère au geste. Hein. Si ça nous échappe, c'est peut-être pas plus mal. Hein. On va prendre juste une dernière question, le temps que Dominique, tu peux t'installer comme ça.
Mais, et vous vous êtes pas posé la question à l'envers qui consisterait à dire, mais s'il n'y avait plus de gestes, mais qui n'est pas une question théorique aujourd'hui. Pas du tout. Hein. Il y a toujours l'anecdote du gars qui parle avec force geste au téléphone. Non, mais je veux dire, quand la nouvelle communication, s'il fallait la réécrire aujourd'hui, j'en sais rien, j'ai pas lu le bouquin, je viens de découvrir juste le titre. Hein. Mais comment dirais-je, quand même, le geste, c'est le ici et maintenant, c'est vrai. C'est-à-dire que quand les gens interagissent entre eux, et que c'est du geste, c'est ici, maintenant, on est là tous les deux à discuter, etc. Quand on commence à équiper une population entière avec 3 milliards de smartphones et de tablettes et qu'on fait de la communication à grande distance, qu'on réinvente donc des textos, des smileys, etc., ça signifie que dans tout ça, on pourrait dire que le geste est complètement supprimé et que c'est massivement des interactions entre personnes qui ne prennent pas en compte le geste. Ah tiens, alors que je pensais que justement votre argument sur les smileys voulait dire qu'on a quand même besoin de gestes, parce que les smileys sont des gestes. J'y venais comme ça, mais du coup, ils reviennent par la fenêtre, quoi. Du coup. Et ça voudrait dire qu'on a une capacité d'interaction à longue distance, en temps réel, dans le présent et dans un présent qui est hypertrophié, mais qui peut faire pratiquement l'économie de tout geste. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. C'est une question que je pose. Et du coup, mais moi, comment dirais-je, je m'étais jamais posé la question de se dire, mais s'il n'y a pas de geste du tout, qu'est-ce que ça devient si on dit il n'y a pas de geste? C'est quoi du coup tout ce que vous dites? Mais en d'autres termes, je trouve que vous jetez le bébé un peu rapidement avec l'eau du bain, c'est-à-dire que ce que vous faites est très important, quoi. Oui, mais voilà, long débat. Hein. Oui, je vous propose d'en débattre plus tard dans la journée, parce que le temps passe très vite. Et donc nous allons passer à la présentation de Dominique Boutet sur l'approche glyphique spécifique pour la transcription/exploration des langues signées, nécessité et présentation d'étapes. Je sais pas. Ouais, je vais essayer de parler fort. C'est mieux parce que ça enregistre, c'est ça, d'accord, ok. Bon, on pourrait gloser autrement, c'est comment transcrire les mouvements du corps. Alors évidemment, c'est ce que tu es en train d'écrire. Un glyphe, c'est un caractère, sauf que tu peux écrire un A avec des bâtons majuscules, tu peux l'écrire avec un arrondi en script, tu peux l'écrire avec... Voilà. Et ça, c'est des glyphes différents du même caractère. Voilà. Donc, au fond, il s'agit de mettre en place un système de transcription qui va être un système écrit d'une gestualité particulière, qui est la gestualité des langues signées. Alors, là où peut-être j'ai une autre pirouette par rapport à ce qu'a dit Yves, c'est que ouf, c'est une langue, quoi. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un code. Mais la question, c'est pas de savoir. La question, au fond, là, c'est pas de savoir d'aller chercher le code, c'est de se donner les moyens peut-être différents d'explorer le code, et donc de l'explorer avec une transcription. Voilà. Donc ça, c'est une partie de ce que je fais. Puis l'autre partie, c'est ce que malheureusement je fais. J'essaye de trouver des codes sur de la gestualité. Voilà. Bon, donc c'est un projet qui est pluridisciplinaire. Donc avec des gens qui sont issus de la langue des signes, d'autres de linguistique, dont je fais partie, et puis des personnes qui viennent du design. Alors des designers, donc designers graphiques qui sont spécialisés en typographie. Il y a Morgane Rébulard, Adrien Comtesse, Timothée Gogli. Mais il y a également deux autres graphistes, Claire Danet qui en même temps est interface en langue des signes, et Patrick Dehaene qui font tous les deux une thèse à Compiègne en ce moment sur des sujets autour de l'écriture ou autour de la langue des signes, mais qui ne sont pas reliés directement à ce projet. Et puis il y a 2 maîtres de conf en linguistique, donc Claudia Bianchini et moi-même. Voilà, donc bon, je vais présenter aujourd'hui ce projet qu'on typanote, ou comment arriver à établir un système de caractères, une police de caractères ou des polices de caractères pour transcrire des langues signées. Alors, bon, dans un premier temps, on va voir le contexte du projet, puis je ferai un rapide état de l'art.
Enfin, on va regarder ce qu'on appelle des formules graphématiques. Je vais revenir sur ces termes. C'est un peu comme glyphes, c'est un peu ésotérique. Et j'ai essayé de les rendre exotériques un peu. On verra, on a pris une technologie qui est un clavier virtuel qui est en cours de développement pour noter tout ça, parce que c'est bien joli, mais écrire une écriture avec un clavier réel, une écriture de la langue des signes, ou une transcription de la langue des signes avec un clavier réel, c'est un petit peu bizarre. Et puis, je vous présenterai un autre paramètre que je développerai, c'est la localisation initiale, c'est-à-dire que pour tout signe, eh bien, il y a des articulateurs qui se mettent en place, et c'est un des paramètres que les linguistes de langue des signes appellent emplacement. Bon, alors, premièrement, quelques petites questions, et heureusement que Jean-Luc Picard est là pour nous les poser. C'est des questions que Jean-Luc Picard se pose régulièrement, puis en fait qu'on se pose tous, évidemment, mais donc c'est intéressant de laisser parler Jean-Luc Picard. Est-ce que la langue des signes est universelle ? Parce qu'on s'est tous posé cette question-là à un moment donné. Non, elle n'est pas universelle. Il y a environ 120 langues des signes qui existent dans le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont très très différentes. D'ailleurs, les gens peuvent finalement communiquer entre eux au bout de quelques minutes, et puis ils vont mettre de côté la partie la plus spécifique de leur langue pour pouvoir communiquer avec quelqu'un qui parle une autre langue des signes. Et puis après, ils vont passer leur temps à dire « Mais alors tu fais quoi ? Comment tu le fais dans ta langue là ?» Donc, voilà. Donc en fait, ils vont revenir à de la spécificité. Et voilà. Mais donc la langue des signes n'est pas universelle. Il y en a sans doute 120. En tout cas, c'est ce que Ethnologue, un site, décompte actuellement. L'autre question qu'on peut se poser quand on fait face à un système de transcription, c'est alors en fait un geste, c'est égal à un caractère ? Non. Non, en fait, la langue des signes, elle est composée de différents paramètres. Il y a par exemple la configuration, c'est-à-dire la relation entre doigt et main. Il y a l'emplacement de la main dans l'espace. Il y a l'orientation de la paume. Il y a le mouvement. Et puis, il y a aussi les paramètres qui sont des paramètres non manuels. Voilà. Donc, ça ne sera pas un geste égale une lettre. Et c'est pareil, c'est pas seulement des configurations, c'est l'ensemble de ces éléments. Alors souvent, ce qu'on voit quand on n'est pas très familier avec la langue des signes, c'est des gens qui ont l'air de donner d'épeler. Il y a effectivement un système de dactylologie où on peut épeler des noms, mais c'est un système emprunté à la langue environnante, et ça n'est pas la spécificité des langues signées. Alors ça, c'est aussi une question, je la pose, ça a l'air stupide, mais c'est une question qui revient à chaque fois qu'on parle du projet à des personnes qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas du champ. Pourquoi pas utiliser le braille ? Parce que, évidemment, vous le savez, le braille, c'est pour les personnes aveugles. Voilà. Cette question est récurrente, hein, je suis désolé, mais c'est Jean-Luc Picard qui la pose, donc tout va bien. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas écrire l'anglais ? Parce qu'ils pourraient avoir aussi une écriture dans leur langue. Et puis de toute façon, on sait qu'il y a un taux d'illettrisme très important parmi les personnes qui sont sourdes, dans n'importe quelle langue, hein, anglais, français, peu importe, pour des raisons toutes bêtes. C'est qu'on a tendance à penser que l'écrit n'est rien d'autre que la mise à l'écrit de l'oral. Et comme ils sont sourds, ils n'ont pas accès à l'oral, donc c'est compliqué. Et puis, il y a d'autres raisons plus linguistiques, mais je ne vais pas m'étendre dessus, notamment sur la syntaxe, sur la complexité de la syntaxe des langues vocales par rapport aux langues signées. En fait, oui, ils ont besoin d'un système d'écriture. En tout cas, nous, les linguistes, on a besoin d'un système de transcription, ça c'est très clair. Mais sans doute que les sourds, à terme, auront besoin d'un système d'écriture. Certains disent d'ailleurs on n'a pas besoin parce qu'on a de la vidéo. C'était l'argument d'Yves, en fait, hein, et effectivement, c'est un argument recevable. Avec la technologie, maintenant, on n'a plus besoin d'écrire, on enregistre, et puis après, on trouvera un système pour indexer, ça sera rapide. Bon, nous, on fait des choses un peu plus à l'ancienne, donc on essaye de trouver un système de transcription. Alors, le contexte des transcriptions pour les langues signées, l'idée, c'est de concevoir un nouveau système de caractères typographiques, hein, pour aider les chercheurs, en fait, linguistes, à travailler sur ces langues et à sortir de ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on travaille sur la langue des signes, on la traduit en français, en anglais, selon la langue sur laquelle on travaille. C'est-à-dire qu'au fond, on fait de la traduction.
On ne fait pas de la transcription. La transcription, comme vous le savez, on essaye d'être le plus proche possible du signal. C'est-à-dire qu'on essaye de reprendre pratiquement tous les temps de pause. On essaye d'être vraiment de coller au signal. Alors si on fait une traduction, évidemment, on ne colle pas au signal. Par exemple, une chose bête, c'est quand on fait une traduction, on va choisir entre un verbe et un nom. Et ce n'est pas du tout évident qu'en langue des signes française, notamment, il y ait une opposition verbo-nominale. Si je veux dire ça, asseoir, je vais faire comme ça. Si je veux dire chaise, je vais faire comme ça. Quand je traduis, je vais dire s'asseoir ou je vais dire chaise. Mais peut-être que simplement, l'opposition n'existe pas en langue des signes. Donc vous voyez qu'on tord déjà la langue quand on la traduit par des glosses. Bon, donc il n'y a pas de système très satisfaisant actuellement. Ça nécessite tout de même de déconstruire un petit peu la langue pour la noter. Là, vous avez une saisie d'écran d'un logiciel qui s'appelle Elan, qui a été fait qui est fait au Max Planck, qui est gratuit, qui est un très bon logiciel. Je sais que d'autres personnes comme Gaël utilisent un Anvil, qui est l'autre logiciel. Ah, tu utilises Elan, bon. Qui est l'autre logiciel d'annotation multimodale. C'est formidable, on peut faire plein de choses. Et on peut on pourrait faire des transcriptions. Pour l'instant, là, vous avez des gloses pour l'essentiel, et puis des éléments, des annotations. Mais la transcription, c'est vraiment là fait en glose. Quand on a de la langue vocale, là, c'est deux personnes qui s'expriment, qui font des gestes, certes, mais qui s'expriment en français. Eh ben, on a ça, on a l'orthographe, et puis on pourrait même d'ailleurs faire un alignement un peu plus précis. Là, c'est juste une phrase, mais et là, c'est un système de transcription, parce qu'on a un système qui est alphabétique et qui reprend pas mal, en tout cas, la forme, même si c'est sous un aspect un peu conventionnel, mais ça reprend ce qui est à peu près prononcé. La prosodie est laissée de côté, c'est vrai, hein, il n'y a aucune langue qui code la prosodie, mais tout de même, c'est assez performant, de sorte que toutes les transcriptions dans les langues vocales sont faites avec un système alphabétique, soit de la langue en question, soit de l'alphabet phonétique international. Bon, on essaye de faire un alphabet phonétique international, l'équivalent pour la langue des signes, au fond. Bon, voilà, deux types d'écrans. Donc des langues vocales, ce qu'on appelle improprement des langues orales. Enfin, on parle d'une langue vocale, hein, parce que pour les langues orales, les langues des signes sont éminemment orales, puisqu'il n'y a pas d'écriture. Hein, d'accord ? Donc distinguons bien langue vocale et langue des signes. On peut avoir un autre type de dichotomie, donc c'est oral et puis écrit. Les deux sont des langues orales. Quand on fait le passage de l'un à l'autre, on fait ce qu'on appelle une interprétation. Il y a des gens qui sont formés pour ça, ils sont interprètes, ils le font bien, ils passent d'une langue à l'autre, d'ailleurs, dans les deux sens. Quand on fait quand on essaye de passer de l'oral à l'écrit, on fait une transcription en linguistique et puis éventuellement avec des annotations. Quand on fait le passage de l'écrit vers l'écrit, c'est-à-dire la traduction française en français pour le français, on fait une traduction tout de même. Et la question, c'est celle-là. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire une transcription d'une langue des signes. Hein, c'est exactement ça qu'on veut. Et c'est quelque chose qui manque, même s'il y a des gens qui en ont déjà parlé. Alors, le type de contrainte qu'on se donne, il faut des caractères typographiques de petite taille pour que ça rentre dans Elan. Voilà. C'est bête, mais c'est des technologies qui doivent être absolument respectées. On veut du noir et blanc, donc du caractère typographique. On veut que ce soit linéaire, parce que si c'est linéaire, on peut le requêter. On peut faire des recherches sur ce qu'on a annoté. Et puis, on veut que ça soit aisément lisible. Et c'est ce que disait Yves tout à l'heure, c'est que en général, on a des systèmes en partition et on ne peut pas les lire. C'est vrai que bien malin celui qui arrive à lire en direct une notation en Laban. C'est extrêmement compliqué. Et puis, il faut que ça soit aisément scriptible. Enfin, parce que c'est une transcription et que ça s'adresse à des chercheurs, on voudrait qu'on puisse faire que ça soit d'une bonne requêtabilité, qu'on puisse annoter un corpus et puis qu'après on puisse aller chercher des éléments dans le corpus. Alors, bon, évidemment, il y a toujours des gens qui ont pensé à ce qu'on est en train de faire avant. Je ne
sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, il y a des gens qui ont travaillé, notamment Valérie Sutton, sur un système qui s'appelle Signwriting. En fait, elle est issue de la danse et elle a travaillé sur ce type d'annotation. Extrêmement performante en termes de lisibilité, on a des vignettes, mais le problème, c'est que c'est pas tellement requêtable, c'est pas monolinéaire, hein, c'est un bloc d'emblée. Deuxièmement, pour composer ça, là par exemple, il faut plusieurs minutes, donc c'est pas tellement scriptible. En revanche, la lisibilité est excellente. Un autre système fait par l'université de Hambourg, alors là plutôt pour des chercheurs, c'est pas très difficile à écrire, c'est plus difficile à lire. En revanche, c'est très requêtable. Donc c'est vraiment centré sur les chercheurs. Ils ne regardent pas si c'est lisible ou pas. C'est pas le problème. Bon, donc chaque système d'écriture ou de système de transcription a des qualités quand même, et on va essayer nous de faire une espèce d'agrégation des qualités en essayant de laisser de côté les défauts. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Enfin, en tout cas, il y a une première étape qui est une certaine déconstruction de la langue. Alors, il y a ce qu'on appelle la phonologie, c'est-à-dire au fond l'étude distinctive des gestes. C'est par exemple ce que Birdwhistell a essayé de faire pendant une partie de sa vie. Il y a des inventaires théoriques. On peut se dire, eh bien, quelles sont toutes les possibilités que j'ai pour un articulateur. Et puis l'autre cas de figure, c'est on va travailler sur corpus. On a un corpus, on en a même des gros. Enfin, il faut avoir des gros corpus, et puis on va essayer d'extraire des éléments. Une fois qu'on a fait ça, on va créer une formule dite graphématique, c'est-à-dire voilà quels sont les traits qui sont importants dans la langue des signes en question. Et c'est à partir de ces traits qu'on va pouvoir composer des dessins de caractères. Mais si on n'a pas la formule graphématique derrière, si on n'a pas les informations, le dessin de caractère, c'est quelque chose qui est dans le vide. Voilà. Donc c'est la démarche qu'on a essayé d'accomplir. Alors je vais vous présenter un exemple de formule graphématique avec les configurations. Alors voilà, ça c'est quelques exemples de configurations, mais on compte 5 minutes, donc je vais aller vite, mais pas trop, je vais peut-être limiter l'exposé. Là, par exemple, on n'en a que 8. Il y en a sans doute entre 250 et 400 dans les langues des signes. 237, par exemple, on en est sûr parce qu'on a utilisé une approche phonologique, celle d'Ecarius et Brentari, et elles ont étudié 9 langues des signes. Il y a 237 configurations différentes. Et elles les ont annotées selon cette formule-là. Alors, c'est une formule intéressante parce qu'elle est extrêmement concise. Mais c'est une formule qui ne dit pas tout. Et nous, on va essayer de dire un petit peu plus de choses. Donc vous voyez que l'index et le pouce sont bien recourbés. Et ils sont recourbés selon un certain degré. Ils ne sont pas recourbés comme ça, ils ne sont pas recourbés comme ça. Le pouce est opposé à l'index. Et du coup, il y a un contact qui n'apparaît pas là. Et puis les autres doigts sont étendus, mais il faut dire quels doigts sont étendus. Et étendus de quelle manière. Ils sont flat open, et non pas flat semi-close, par exemple, qui serait ça. Bon, je n'insiste pas plus sur la formule, mais on a fait ce travail-là pour les 237 configurations. Et on a essayé d'en extraire des traits, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces configurations, on peut isoler les doigts, on peut isoler les formes. Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est recourbé? Est-ce que c'est en crochet? On peut isoler les angles. Est-ce qu'ils sont ouverts, totalement plus qu'ouverts en hyper-ouverture, ouverts, semi-fermés ou fermés, et ainsi de suite. Donc on a mis des traits, on a extrait des traits de ces configurations et qui sont valables pour l'ensemble des configurations. Alors là, vous avez très rapidement les éléments dits génériques avec leur identifiant en Unicode. Unicode zone privée, pour l'instant, on ne l'a pas déposé parce que c'est en cours d'élaboration. Et puis la formule graphématique et enfin les catégorisations. Évidemment, quand on a des traits, on peut les composer. Donc on peut par exemple composer une forme et un angle. Et ça donne par exemple celui-ci qui est le trait recourbé avec un angle de semi-fermé. Et on peut comme ça en fait agrémenter par le bas en quelque sorte les glyphes spécifiques de configuration précise. Bon, voilà un exemple de décomposition et on peut tout décomposer comme ça. On a cette glyphe qui est la glyphe qui correspond à cette configuration
mais on peut la décomposer totalement, et la formule graphématique permet d'aller interroger l'ensemble de cet élément. Donc les étapes sont les suivantes. On a des configurations, on les isole. Après, il y a des dessins de caractères, de radicaux qui sont produits. Et ces dessins de radicaux avec un script en Python, je passe vite au détail, mais c'est des typographes qui font ça, permet de générer automatiquement ces glyphes. Et là, on est en train de travailler sur l'ensemble des possibilités. Il y en a 19 000. Donc il va falloir qu'on fasse des coupes franches là-dedans, parce que 19 000, c'est évidemment trop. Et puis il y a des impossibles morphologiques. Mais on pense qu'on va arriver autour de 400 configurations pour pouvoir annoter l'ensemble. Alors, le clavier virtuel, on est en cours de développement d'un clavier virtuel qui s'affiche donc comme sur l'écran, et qui permet de composer n'importe quelle configuration, d'avoir l'équivalent dans les autres systèmes, d'ailleurs, Amnosis ou Signwriting, et de pouvoir pousser ça sur Word, sur un tableur, sur Elan ou Anvil, et de pouvoir faire de la transcription, en fait, avec ces configurations. Sachant que chaque configuration est elle-même décomposable en traits génériques. Donc ça, c'était une des possibilités, c'est l'approche paramétrique, disons. L'affichage paramétrique, on a un affichage qui est plus visuel, où on va pouvoir, un peu comme un triangle vocalique, aller choisir dans un tableau les différentes possibilités. Et puis ce sur quoi on travaille, c'est là-dessus, c'est-à-dire utiliser une Leap Motion, donc un petit dispositif de capture de mouvement, enfin de capture de mouvement, on va dire, par infrarouge. Alors là, vous avez la décomposition de la main. J'ai fait une petite vidéo. Je me suis dit que j'aurais pas le temps de le faire marcher. Puis ça marche une fois sur... il y a toujours l'effet démo, donc c'est mieux de faire une vidéo, en fait. Voilà, donc là il y a une main qui va s'approcher, normalement. Si, elle arrive. Et puis vous avez l'ensemble des éléments qui vont être extraits de chaque phalange, avec ici la reconnaissance pour l'index, le majeur, l'annulaire, et il manque le pouce, avec la formule graphématique qui s'affiche avec des seuils. Donc l'idée, c'est de pouvoir annoter la gestualité, enfin la langue des signes en l'occurrence, les configurations, en le faisant gestuellement. Et donc on se débarrasse en quelque sorte de boutons pression, parce qu'on peut aller donner une configuration. Alors, on n'arrivera pas, parce que la Leap Motion n'est quand même pas très précise, on n'arrivera pas à faire les 19 000 possibilités. En revanche, on peut faire des familles en quelque sorte, et on peut aller afficher à terme un menu contextuel qui permettra d'aller choisir tel glyphe qui correspond à ce que l'on voit dans le corpus que l'on veut annoter. Je m'arrête là, parce que voilà. Donc, merci. Merci Dominique. Alors, je crois qu'il y a des questions. Merci Dominique pour cette très belle présentation, et c'est vraiment, vraiment passionnant et très intéressant. Alors moi j'ai une question concernant justement cette transcription de la langue. Je comprends tout à fait que du point de vue des chercheurs, il y a besoin de décrire le geste manuel. Après, est-ce que... J'ai l'impression que vous voudriez élargir ça aux utilisateurs de la langue des signes éventuellement. Dans un deuxième temps. Parce que dans ce cas-là, pour eux, est-ce que ça serait pas mieux d'utiliser des idéophones comme en chinois, je veux dire Alors, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand on note une langue, on note pas nécessairement les mouvements qu'on fait avec la bouche. Nous, quand on... Mais un idéophone, c'est rien d'autre qu'une traduction de ce que l'on entend ou de ce que l'on imagine être le bruit qui est fait. Donc quand on est dans une phase de reproduction, même gestuelle, on fait des idéophones, en fait. Tu vois, moi, il me semble que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Je suis pas sûre quand même qu'il y ait une traduction dans un idéophone. Enfin, tu peux avoir une série d'idéophones mot à mot ou idée par idée, concept par concept. C'est-à-dire ces concepts vont être associés et il y a un message. Alors, en fait, bon, je vais venir sur la partie un peu linguistique, mais pour l'instant, on note les langues des signes avec des gloses. Donc avec du français, de l'anglais, etc., avec tout le filtrage qui se produit à cette occasion. Le deuxième élément, c'est que comme on ne sait pas tellement noter les formes, on note les fonctions.
Et on va dire par exemple que ça c'est un pointage, et puis ça c'est un pointage parce que ça a la tête d'un pointage. Et en fait c'est parce que ça a la tête d'un déictique. Mais si je fais ça, je ne suis pas en train de désigner quelque chose. Je suis en train de dire attention, je veux parler, ou ok, de prendre la parole. Donc tu vois en fait notre manière d'envisager la gestualité ou la langue des signes, enfin peu importe, mais est polluée par un fonctionnalisme rampant, à défaut d'une transcription de la forme. Voilà. Et ce qu'on souhaite mettre en place, c'est de donner la possibilité de noter, de transcrire véritablement la forme. Après, les annotations fonctionnelles, si on veut, on peut y aller, mais il faut se départir de ce que la langue vocale, en l'occurrence, nous exerce comme pression et voir comme moyen d'investigation sur la gestualité ou la langue ou les langues des signes. Voilà. Donc sortir du fonctionnalisme le plus possible pour s'intéresser à la forme. Si on va vers des idéophones, on risque d'aller à ce moment-là vers une forme de fonctionnalisme. Mais c'est un peu une crainte, si tu veux. C'est-à-dire que, bon, on peut en reparler. Après, c'est de la boutique linguistique. Mais... Bonjour, j'avais une petite question sur votre approche de travail. Comment vous isolez un geste? Comment vous déterminez le début et la fin? Et comment vous éliminez les mouvements parasites? C'est une énorme question en fait. On ne s'est pas vraiment penché dessus parce qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Donc a priori on fait comme Ken Don l'a fait, c'est-à-dire qu'on délimite le geste par la technologie. Là, est-ce que ça bouge ou pas? Ah, là, ça bouge, il y a du mouvement. Hein, là, c'est un peu blur, il y a du mouvement. Et puis là, ça ne bouge pas, ça doit être le début, etc. Voilà. Assez basiquement, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Même si ce qu'on fait pour la Leap Motion, là, pour les configurations, on va essayer de le faire pour la localisation initiale, c'est-à-dire qu'on va mettre une combinaison de centrales inertielles et pouvoir faire de la notation un peu en direct, en fait, de la localisation et du mouvement. Et là, on va rencontrer ce genre de problème. Je n'ai pas la réponse encore. Ok, merci Dominique. On va passer à la présentation de Frédéric de Villaca. Bien, bonjour. Donc, je ne sais plus quel était le titre exactement de ma présentation dans le programme, mais ça je coordonne une équipe à l'IRCAM qui s'appelle Interaction Son Musique Mouvement. Et tout d'abord dire qu'en fait c'est un travail d'équipe. Tout ce que je vais montrer c'est vraiment un travail de beaucoup de gens et aussi pas seulement à l'IRCAM mais en collaboration. Et tout ça pour dire, je remercie Anne d'avoir organisé les Journées du Geste, puisqu'en fait l'aspect communauté est, je pense, très important et très intéressant. Alors, moi, ma recherche est principalement centrée sur la musique. Donc, je vais vous montrer le geste à travers l'approche de qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à la musique. Alors, puisqu'on va aussi parler de lexique vendredi et que, pour mettre un peu de contexte, il y a plusieurs personnes qui ont fait des catégories de gestes musicaux. Pas tout le monde est d'accord sur les termes, mais en fait, en gros, tout le monde est d'accord un peu sur les grandes catégories qui ne sont pas finalement très étonnantes, mais il y a les gestes qui permettent de produire un son quand je vous donne un instrument. Il y a des gestes qui accompagnent cette production de son, des gestes ancillaires, et il y a des gestes qui sont plus de l'ordre de la communication. Quand on va à un concert, tous les aspects, il y a des aspects importants de l'interprète qui va nous communiquer un certain nombre de choses sur la musique aussi gestuellement. Alors, on a fait il y a quelques années pas mal de travail sur le violon, en fait, en faisant par exemple de motion capture 3D. On était très ambitieux, on avait capté tout le corps. Et là aussi, pour revenir un peu à la difficulté de faire ces études sur le geste, finalement,
on s'est pas aventuré beaucoup sur essayer d'analyser ou de coder les mouvements du corps du musicien. C'est quelque chose que je trouve effectivement très difficile à faire, de voir s'il y a un code derrière. Et on s'est plutôt intéressé vraiment au geste qui produit le son. Et donc, par exemple, en mettant un accéléromètre sur l'archet. Et donc, en fait, vous pouvez mesurer précisément l'accélération de l'archet pendant que vous cliquez. Donc, vous numérisez, mais ça reste finalement un signal on peut dire de l'ordre analogique, puisque pour l'instant, il n'y a pas de décomposition en code, alors qu'il y a un code de la partition qui est autant des notes que des modes de jeu qui sont en fait souvent des actions. Alors une chose qui est intéressante si on fait ça, c'est que c'est le seul graphique un peu compliqué que je vais montrer, je vous rassure. Vous obtenez des choses assez étonnantes. Si vous demandez au musicien de refaire son geste, de rejouer, en fait, c'est le jeu des 7 erreurs. Si vous regardez par exemple ces 2 passages, et le signal est très compliqué, mais si vous regardez attentivement, vous verrez que en fait, il est très très proche et qui donc il reproduit de manière extrêmement précise le mouvement et le geste. Donc finalement, on s'est intéressé, donc on n'a pas cherché forcément à mettre en relation ça avec le code, mais juste de dire finalement tout ce qui est geste instrumental est quelque chose d'extrêmement précis qui a été appris, et c'est quelque chose de très intéressant. C'est propre à l'instrumentiste. Un autre instrumentiste aura une autre signature, et forcément, si on demande à l'instrumentiste de faire des variations expressives, ça va également varier. Et finalement, notre approche dans la recherche qu'on fait, c'est pas forcément trouver des universaux, mais finalement prendre ça comme base et finalement travailler avec les artistes, et essayer après, on construit des systèmes qui peuvent utiliser des particularités de certains artistes, de leurs gestes, pour construire des nouveaux instruments. Et donc, par exemple, ici, le violon augmenté. Donc, c'est une appropriation de certains artistes, par exemple ici Marik Morak, qui s'est approprié aussi le système technique. Elle a créé un gant et elle a développé sur plusieurs compositions ce système de captation pour pouvoir contrôler de la musique électronique en plus du son acoustique du violon. Tout ça m'amène à l'idée d'instrument qui est forcément extrêmement ancien et qui probablement est dès le départ de la musique. Donc la musique, c'est forcément aussi du chant. Donc on n'a pas forcément d'instruments extérieurs, mais c'est aussi très vite des instruments qu'on construit, qu'on design. Et donc pour dire qu'on va s'intéresser aussi à des aspects techniques ou technologiques. Donc en fait, toute cette recherche sur le geste nous amène en fait sur étudier les systèmes techniques. Donc une partie de notre recherche, c'est en fait d'essayer de créer de nouveaux instruments. Et en fait, c'est quelque chose d'assez vague de ce qu'est un instrument. La communauté en anglais parle de new interfaces ou des fois new interaction. Donc on est quelque chose d'assez flou sur ce qu'est un instrument. Et petit rappel historique, puisque tout le monde a fait des petits rappels historiques, je me permets. En fait, des siècles passés, dès les années 20, apparaît la guitare électrique. Et finalement, si je vous montre la différence entre la guitare électrique et la guitare acoustique, vous allez tous probablement me dire le son est différent. Alors je vais faire dans la caricature. Ok, le son est différent, mais en fait, ce qu'a amené aussi la guitare électrique, c'est une gestualité différente, un rapport du corps à l'instrument totalement différent, avec l'envie de casser la guitare éventuellement sur scène, ce qui est plus rare avec la guitare acoustique. L'autre instrument qui apparaît à peu près à la même époque,
c'est le thérémine. Alors, si je coupe le son, maintenant regardez bien le visage et les épaules. Alors, en fait, le thérémine est un instrument génial. C'est un instrument, on peut se dire, purement gestuel, avec l'idée que ça va être intuitif, qu'on va pouvoir facilement jouer de la musique puisqu'il n'y a plus d'instruments. C'est tout le contraire de ce qui se passe. C'est l'instrument le plus difficile au monde jouer. Et finalement, il est extrêmement peu expressif corporellement, dû au dispositif technique que le corps entier devient une antenne. Et pour jouer juste, vous devez être absolument figé. Donc finalement, ça donne quelque chose qui est extrêmement contraignant corporellement. Donc souvent, on part d'une idée de ce que peut être un instrument, et en fait, on arrive à l'opposé. Alors mon petit rappel historique, c'est aussi pour dire que très vite, dès qu'il y a quelque chose de technologique qui apparaît, ça a toujours été incorporé dans les instruments de musique. Dès qu'on peut utiliser des ondes cérébrales d'EEG, Alvin Hussier en 65 fait une pièce de musique avec. Michel Wilwis avec différents capteurs. Et Jacques Rému qui est ici, un des pionniers on verra demain la caméra musicale des années 90. Donc la liste pourrait être très très longue. Donc ça, il y a eu énormément d'innovations intéressantes au siècle passé, au millénaire passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'explosion de nouveaux instruments grâce au numérique, avec les téléphones qui apparaissent comme des instruments ou différentes choses. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait il y a quelques années. Je vais remettre le son. Pour vous donner un peu l'idée que finalement, on est plus... Quand on parle ici de musique, c'est vraiment manipuler par exemple des textures sonores. C'est pas forcément des notes. Et ça peut impliquer de définir une certaine gestuelle. L'autre point intéressant, c'est que finalement ici, c'est un mélange vraiment entre low-tech et high-tech, puisqu'en fait, c'était utilisé des Wiimotes, et de la capture 3D vraiment high-tech. Donc, sur ce genre de travail, on a développé une interface qui s'appelle Modular Musical Object il y a quelques années. Et en fait, le point important, c'est que finalement, le point de vue qu'on a eu avec les designers avec qui on a travaillé, c'était pas de construire un seul instrument, mais finalement de construire des briques. Et ces briques vous permettent d'inventer votre propre instrument en les assemblant de manière modulaire. Donc il y a l'idée de hacking, de pouvoir créer son instrument. Comme j'ai peu de temps, je vais aller très vite. Je vais pas vraiment... Donc ça, c'est un des exemples. Différents types de mouvements. Ok, on peut d'un coup rendre interactif une table, etc. Bon, on verra pour ceux qui sont là demain, on pourra encore explorer les différentes possibilités. Mais finalement, ce qu'on a essayé d'explorer dans notre interface, c'est en fait c'est la relation entre l'action, le geste et le son, en travaillant sur différentes notions d'affordance des objets et d'affordance que peut être le son. Je vais revenir sur cette notion, et des notions de métaphore. Donc comment revenir à la guitare, reprendre l'idée de la guitare, reprendre l'idée d'un fouet, et le transformer sur quelque chose qui est finalement ni l'un ni l'autre. On met le capteur dans un ballon et la musique est générée. Ici un capteur dans le et le son donc pour aller toujours très très vite, j'enchaîne sur plein d'idées. C'est que finalement la musique est quelque chose de évidemment social, et forcément une collaboration, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et finalement, quand on parle de gestes et de communication,
c'est toujours entre plusieurs personnes. Donc on a vraiment repris ces notions-là, essayé de développer ces idées qu'on avait d'instruments en prenant en compte l'aspect collaboratif et collectif. Donc ça, c'est un projet coordonné par mon collègue Dan Berchnel, Cosima, où c'est l'utilisation finalement comme toujours, en fait, on utilise ce qu'on a pour faire de la musique. Donc maintenant, on a des téléphones, on peut utiliser des téléphones. Mais on essaie finalement de détourner les usages actuels. C'est-à-dire que si on est plusieurs dans une salle avec notre téléphone, ce n'est pas pour être séparés et communiquer avec des gens qui ne sont pas dans la salle, mais c'est vraiment pour communiquer sur un système. Et là, c'est un système de boucle. Vous pouvez jouer collectivement la boucle grâce au mouvement des téléphones. Vous pouvez aussi collectivement recréer une jungle. Ou vous pouvez les utiliser dans un concert avec c'était une pièce, un travail avec l'artiste Chloé, où à plusieurs moments du concert, vous pouvez ajouter des sons à l'ambiance au concert. Alors, il y a un petit bug dans ma présentation. Est-ce que ça marche ? Ce qui me frappe, moi, dans tous ces instruments du futur, c'est que ça a l'air beaucoup plus facile, la pratique musicale, comme ça. Secouer son téléphone pour jouer de la guitare électrique, franchement, c'est fastoche. Voilà, donc ça, c'est un peu pour faire son autocritique, c'était la réaction d'une journaliste suite à nos démonstrations. L'autre manière de voir les choses, c'est de dire finalement, ce que vous faites, c'est comme recréer une boîte à meux. Ce qui n'est pas faux. Donc ça, c'est aussi le moment de solitude. On se dit, bon. Mais j'aimerais insister sur le fait que, finalement, c'est de reprendre, finalement, si on fait ces instruments, c'est pas juste pour faire un son de manière facile, parce que ça, c'est pas forcément intéressant. C'est qu'on crée un son, on va aussi l'écouter, et on se met dans une boucle d'action-perception, et que finalement, c'est pas anodin, on va aussi apprendre, et je pense qu'il y a une notion d'apprentissage. Même si vous avez un système extrêmement simple, vous vous mettez dans un système qui permet d'apprendre et de modifier votre perception du mouvement et votre perception du son. Et c'est ça qui est important. Et donc on s'est beaucoup intéressé à aussi considérer vraiment l'écoute comme moteur pour créer des instruments et faire du son. Donc l'écoute était aussi mis en catégorie, différents types d'écoute. Vous pouvez écouter le son en tant que phénomène acoustique, en tant que le résultat d'une action que vous pouvez identifier ou bien mettre différents sens. Alors j'aimerais en fait finir par une étude qu'on a fait récemment. En fait, on a demandé aux gens de décrire les sons gestuellement. Et en particulier, Hugo Scurto, qui est ici, qui fait une thèse, a travaillé sur ce projet. Alors, un exemple. Et je ne sais pas pourquoi les sons ne marchent pas. Donc ça, c'est le son. Et ils doivent l'imiter vocalement, donc ça, c'est relativement facile. Mais ils doivent, la consigne, finalement, c'est décrivez le geste, décrivez le son gestuellement. Alors, c'est vraiment assez passionnant parce qu'en fait, finalement, les gens sont extrêmement expressifs et en fait, vous voyez en fait à travers leurs gestes ce qu'ils entendent. J'aime bien ce dernier exemple où finalement, elle fait ça et en fait, elle signifie. Mon interprétation, c'est qu'elle traduit le fait que le son s'arrête. Et ça, c'est très intéressant. On fait une expérience avec on fait le design du son qui monte, et finalement, ce que la personne entend, c'est pas le son en lui-même qui monte, c'est
la transition entre le son et le silence. Et donc ça, c'est ça qui apparaît. Et donc chaque personne va écouter et voir des choses différemment sur le son. Alors on se demandait en fait, est-ce qu'il y a des choses régulières, des régularités qui apparaissent? Alors évidemment, le pitch en général, c'est plutôt l'axe vertical. La plupart des gens montent si le pitch monte, mais pas tout le monde. Certains font l'inverse. Et je pense qu'il faut se méfier d'essayer de trouver des choses absolument régulières. Et ça, c'est un peu un débat qu'on a eu entre mes différents collègues. Finalement, si 80% des gens montent quand le pitch monte, du coup, c'est statistiquement significatif. Vous dites, voilà, tout le monde monte. Et finalement, si 20% des gens font le contraire ou utilisent l'axe horizontal, c'est tout aussi intéressant. Ça veut dire que finalement, on peut voir le résultat. Est-ce qu'on cherche une généralité ou est-ce que finalement, si 20% des gens font autre chose, c'est quelque chose aussi d'exploitable, d'intéressant. Alors, une des choses qui nous a frappé, auxquelles on ne s'attendait pas, c'est que finalement, quand on demande aux gens d'imiter, de décrire un son bruité, les gens ont tendance à tous faire une sorte de vibration. Des styles différents. Etc. Donc ça, c'est quelque chose qui à notre question, ça n'a pas vraiment été décrit. Et d'ailleurs, en fait, si je ne me trompe pas, les applaudissements en langue des signes correspondent à peu près à ça, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Donc finalement, les gens sont extrêmement créatifs dans cette situation. Et en fait, au lieu de chercher des régularités, de se demander si tout le monde fait la même chose, finalement, c'est de voir en fait, finalement, les gens inventent. C'est une situation assez particulière, mais finalement, les gens inventent des gestes et des manières de communiquer. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Si je reviens à l'idée de technologie, c'est que finalement, les technologies numériques nous permettent en fait de faire une médiation de cette relation entre le son et le mouvement. Donc c'est des choses qu'on va essayer d'exploiter. On exploite ça actuellement pour faire des expériences à la rééducation où en fait on utilise le son pour guider le mouvement. Donc ça c'est un peu la réponse à la boîte à meux en disant finalement vous faites des gadgets, mais ça réellement peut avoir des applications, je pense, importantes. Et pour finir, c'est cette idée j'ai parlé qu'on peut créer ses propres ces instruments. En fait, maintenant, la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut créer ses propres gestes? Et en fait, finalement, on a relativement peu d'outils. On a peu de méthodes. Et à part le monde de la danse et chorégraphique, où là, il y a tout un monde, ils savent créer du mouvement. On est dans une culture où on ne connaît rien au mouvement, en fait. Donc on a déjà la peine à décoder et en plus se mettre dans une situation de création est quelque chose, je pense, important. Donc ça c'est un jeu qu'on avait fait, on a essayé de créer des petites icônes et des petits dessins pour aider les gens à créer des gestes. Donc ça c'est un peu ma conclusion, c'est qu'est-ce que peut être le gesture design en tant que tel. Et pour finir, donc j'étais parti de la musique et en fait j'ai passé à travers beaucoup de domaines. Donc voilà, c'est une recherche qui permet l'éparpillement. Donc je pense que c'est une bonne recherche et je vous remercie de votre attention.
Merci Frédéric. Est-ce que tu pourrais remettre ton dernier slide avec tous les mots-clés? Parce que vu qu'on va faire un glossaire, je pense que ça peut être utile. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, merci pour ces différentes pistes. Je vais replacer la question que j'aurais voulu poser à Dominique parce qu'elle va aussi bien pour vous. Vous avez peut-être vu cette œuvre de Julien Prévieux qui consiste à faire des gestes de la main et à les copyrighter pour emmerder Apple qui pourrait en avoir besoin dans quelques années. Donc là, effectivement, il a fait du gesture design. Il est un peu danseur, performeur sur les bords. Mais je trouve son initiative vraiment intéressante parce qu'elle pose plein de questions. Quelque part, il dit le geste dorénavant, c'est à moi. Enfin, il essaye de provoquer au moins cette question. Voilà, je voudrais juste savoir ce que vous en pensez parce que je n'avais pas connu d'autres tentatives d'appropriation de gestes avant la sienne. L'autre question, c'est pourquoi... Je vais peut-être juste répondre à celle-là d'abord. Parce que c'est une très bonne question. Et en fait, il a justement, c'était une réaction au brevet. Et donc justement, c'est vrai qu'en fait, quand je parle de gesture design, c'est justement de se dire finalement, pour l'instant, il y a ce sorte de fantasme dans l'interaction homme-machine. Finalement, c'est un peu comme le Térémine qui a fini par ressusciter. Mais en fait, se dire on va utiliser des gestes, ça va être plus facile, ça va être plus expressif. Et finalement, il y a eu très peu de choses pour l'instant intéressantes à part ça sur le téléphone. Donc, est-ce qu'on n'a pas la bonne méthode? On retombe sur un peu les mêmes questions. Le fait que finalement les grosses boîtes mettent des brevets sur les gestes, ça paraît absurde. Et justement, c'est se dire quelles sont les autres alternatives en fait. On a envie de pouvoir éviter les brevets, éviter les choses figées et de voir dans quelle mesure on peut être créatif. Alors, vous aviez une deuxième question? Oui, très rapidement. Pourquoi avez-vous laissé vos sujets assis quand vous leur avez demandé de faire de la description gestuelle de son? On aurait pu penser que leur créativité aurait été beaucoup plus grande s'ils étaient debout. Ouais, c'est une bonne question. En fait, on voulait... En fait, le but de l'expérience n'était pas de gérer la créativité, c'était plutôt vraiment de voir de manière un peu formelle qu'est-ce que les gens faisaient. Donc on était plutôt à la recherche de régularité, donc on était plutôt dans la logique d'une expérience contrainte. Et en fait, comme on captait bien les mains, et en fait on voulait que les gens utilisent les mains, on voulait plutôt réduire ces descriptions aux mains, par choix en fait, pour se limiter. Mais c'est tout à fait valide de refaire ça debout. Je me permets juste d'intervenir parce que j'ai collaboré avec Julien Prévieux ainsi que Hortense Cac qui est au fond de la salle. Pour la question justement des gestes, en fait on s'était posé la question de les brevets uniformisent les gestes humains au niveau international et le volet inverse c'est de personnaliser les gestes ou de les définir soi-même. Et il a demandé du coup à ses danseurs, donc notamment Hortense, d'improviser et de créer ces gestes, et ensuite de les déposer pour faire un pied de nez en fait au brevet. Donc, mais si vous voulez en savoir plus sur sa démarche, vous pouvez me demander ou demander aussi à Hortense qui l'a fait en action. Ah, tu en parles demain, très bien. Je voulais juste très rapidement dire qu'en ce qui concerne les appropriations de gestes, il y a quelques années aux États-Unis des dépôts de brevets des asanas de yoga, des postures de yoga. Et ça a fait un très très gros scandale en Inde. Et je ne sais pas où ça en est maintenant, mais ça existe, les tentatives d'appropriation absolument scandaleux. Merci Frédéric. Je voulais savoir si l'expérience de gestualisation du son, il y a apparemment des choses qui sont très très différentes et on ne peut pas rester sur une métaphore stricte, ce qui monte va être en montant, etc. Est-ce que par ailleurs vous avez étudié, est-ce que les capteurs que vous avez mis en place permettent d'étudier ce qui bouge, les segments qui bougent?
Parce que là, par exemple, tu nous avais montré beaucoup de choses avec des corps qui bougeaient, et à l'inverse, c'était plutôt les mains, les doigts. Donc, évidemment, c'est-à-dire ce qui provoque le mouvement, en fait, plus exactement. Parce que on peut imaginer que les coudes bougent aussi. Là, si je fais ça, mon coude bouge, mais... Ouais. Bah, en fait, effectivement, je ne sais pas si je vais répondre bien à la question, mais en fait, l'instruction, on n'essayait pas de donner une instruction minimaliste, mais en fait, c'était plutôt d'utiliser les bras. Et c'est vrai que les gens, spontanément, ont beaucoup utilisé les doigts, ce qu'on captait relativement mal. Donc, et effectivement, certaines personnes utilisent leur corps, ou certaines personnes utilisent vraiment spontanément la tête. Il y a certaines choses avec 2-3 personnes. Et en fait, certaines personnes vont utiliser énormément leur corps, ou certaines personnes ont pratiquement tout fait avec leur tête, alors qu'ils étaient, on leur demandait d'utiliser plutôt leurs bras. Donc il y a différentes choses. Ça dépend des personnes plus que du son. Ouais, en fait, il y a vraiment un pattern très fort de la personne. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que chaque personne a sa manière de faire les choses, et après on peut retrouver certaines régularités à travers une sorte de base. Mais ce qui fait que quand on regarde de manière quantitative, on ne voit pas forcément grand-chose, parce que c'est difficile de retrouver les régularités à travers des choses différentes. Qui se génèrent pas au moment. Oui. Enfin, justement, ça c'est un peu le débat, je dis, est-ce qu'on veut chercher des régularités ou observer qu'il y a des différences et différentes stratégies, et qu'en soi c'est quelque chose d'intéressant. Ce que je pense réellement, en fait. Parce qu'en fait, la pratique artistique se fonde vraiment là-dessus, en fait. C'est-à-dire, on cherche à exploiter des différences. Et en fait, le fait que l'humain puisse exploiter ces différences est quelque chose d'extrêmement fort et intéressant. Et que le monde scientifique a de la peine pas à accepter, mais à peut-être trouver de l'intérêt. Enfin, étant dans le monde scientifique, je me permets de le dire. Si, Arnaud ? Un commentaire peut-être ? Ça va un peu dans le sens de Dominique, c'est pas tellement une question, c'est plutôt une réflexion en cours, mais j'ai entendu parler là, des recherches qui sont faites en domaine de sécurité, de caméras de surveillance, etc., pour reconnaître quelqu'un juste à sa démarche, à ses mouvements, à sa façon de bouger, et qu'il soit signé comme une empreinte biométrique. Là, je vais un peu dans tirer les cheveux en quatre, mais du coup, ça veut dire qu'on peut aller assez loin sur la signature gestuelle de quelqu'un, et que voilà, ça ouvre des choses assez flippantes et aussi géniales aussi, pour plein de raisons, je pense. Il y a des trucs à faire qui sont explorés. Voilà, c'est tout, c'est juste... Ouais. En fait, c'est un point super intéressant. Si je mets juste de côté comme toujours, il y a l'utilisation des résultats de recherche à des fins positives ou négatives. Et c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Là, avec un de mes collègues, Baptiste Caramio, en fait, il est en train de regarder, en fait, en s'intéressant vraiment, effectivement, on voit très vite une signature personnelle. En fait, on s'est intéressé, par exemple, à prendre une phrase sur un clavier d'un piano, des gens qui ne sont pas pianistes, et on essaie d'étudier vraiment l'apprentissage sensoriel-moteur. Et en fait, très vite, on voit une signature personnelle. Donc c'est quelque chose de vraiment en soi intéressant. Ok, merci Frédéric, merci à tous les intervenants et intervenantes